3. De Qasbat Bni Mellel à Tekir. Premièrement, de Qasbat Bni Mellel à Wawizirt. 25 septembre 1883. Départ à 6h30 du matin. 3 Attat m'accompagnent, un de la tribu des Bni Mellel, 2 de celle des Ait Atta d'Amalou. Wawizirt, où je vais, est situé au pied méridional du Moyen Atlas qui sépare la plaine du Tadla du cours de l'Oued Labid, et dont depuis Tekzirt, j'ai longé au bas le versant nord. J'ai donc à franchir cette chaîne. Les pentes en sont généralement escarpées. Dès qu'ils deviennent assez douces pour être cultivées, elles se couvrent de champs et des habitations apparaissent. Mais ces endroits sont rares. Presque toutes les côtes sont raides et boisées. Sauf les places défrichées, clairières éparses de loin en loin, les flancs du massif sont revêtus d'une épaisse forêt. Les lentisques, les caroubiers et les pins y dominent. Ils atteignent une hauteur de 5 à 6 mètres. Le sol est moitié terre, moitié roche. Celle-ci n'apparaît point ici sous forme de longues assises, mais en blocs isolés qui émergent de terre entre les arbres. Une foule de ruisseaux d'eau courante arrosent l'un et l'autre versant. Le chemin constamment en montagne est pénible partout et très difficile en 2 endroits. D'abord, au sortir de Qasbat Bni Mellel, au passage nommé Aqbat el-Kharroub. Puis à l'approche du col, Tizi Wawizirt, que précède une montée fort raide. À 1h, je parviens à Wawizirt. Point de cours d'eau important pendant la route d'aujourd'hui. Peu de monde sur le chemin. Les habitations rencontrées étaient d'aspect misérable. C'étaient tantôt de petites maisons de 2 mètres de haut, construites en pisé, couvertes en terrasse, la plupart situées à mi-côte et à demi enfoncées sous terre, tantôt de simples huttes de branchage. Les quelques douars que j'ai vus ne se composaient que de cabanes rangées en haut. Pas une tente véritable. Séjour à Wawizirt. Dès la sortie de Qasbat Bni Mellel, je suis entré chez les Ait Atta d'Amalou, sur le territoire desquels se trouve Wawizirt. Ils n'ont rien de commun avec les Ait Atta du Dra, ni avec les Brabr. C'est une petite tribu tamazirt Shelha, indépendante, dont les frontières sont au nord le Tadla, au sud l'Oued Labid, à l'est les Ait Sri, à l'ouest les Ait Bouzid. Sur l'autre rive de l'Oued Labid habitent les Ait Massat. Les Ait Atta d'Amalou peuvent mettre en ligne environ 800 fantassins et 150 cavaliers. Les chevaux sont rares dans cette contrée. En revanche, on y élève un grand nombre de mulets. Les Ait Atta sont peu riches, quoique rien ne manque à leur pays pour être prospère. La montagne n'est que bois et pâturages. Sur les pentes douces, dans les vallées, dans la plaine de Wawizirt, le sol est fertile. On y voit des jardins et des cultures florissantes. L'eau abonde partout. Des minerais de fer, de cuivre, d'argent se trouvent, dit-on, sur le territoire. Mais les habitants ne savent point extraire ces derniers et négligent les travaux des champs. Leurs troupeaux même sont peu nombreux. Ils ont des moutons, des chèvres et quelques vaches, le tout de race médiocre. Wawizirt est situé au pied du Jbel Bni Mellel, au seuil d'une petite plaine traversée par l'Oued Labid. De quelque côté qu'on tourne les yeux, on ne voit que hautes montagnes resserrant la vallée dans une ceinture étroite. La bourgade s'élève sur les 2 rives d'un ruisseau qui porte son nom et se compose de 3 groupes d'habitations assez éloignés les uns des autres, unis par des vergers. L'un d'eux est une zaouia, résidence d'une famille de marabouts dont le chef actuel est Sidi Mohammed Ould Mohammed. Dans les vergers, on voit quelques pans d'épaisses murailles, ruines d'une qasba construite jadis par Moulay Ismaïl. Les maisons sont de pisé, un simple rez-de-chaussée couvert d'une terrasse. Au milieu d'elle, ainsi que dans la campagne voisine, se dresse un grand nombre de terremts. Les arbres des jardins sont des oliviers, des pêchers et des figuiers. Les légumes, des piments, des oignons et des citrouilles. Wawizirt renferme 800 ou 1000 habitants, dont 100 à 150 Israélites.
Malgré son peu de population, il a une réelle importance par son marché d'abord, marché qui se tient le vendredi et qui est très fréquenté. Ensuite et surtout par sa position qui en fait une des portes du Grand Atlas et le nœud de plusieurs routes. Trois passages principaux s'ouvrent dans le Grand Atlas entre les bassins de l'Omrbea et du Dra. L'un à l'ouest, menant de Zaouiat Sidi Rahal au Tlouet, un autre au centre, conduisant de Dmnet au Haskoura, le dernier en face de Wawizert, débouchant dans l'Ossikis. Celui-ci est le chemin que prennent les caravanes venant de Marrakech, allant soit dans le Haut Oued d'Eddis, soit au Toudra, soit au Ferkla. À l'est de ce col, il n'y en a plus de fréquenté dans la chaîne jusqu'auprès de Qsab Shorfa. Les costumes sont les mêmes ici que dans le Tedla, mais les femmes, comme déjà celles des Bnimlel, font un usage immodéré de henné. C'est une exception. Les Marocaines n'en mettent pas d'ordinaire avec excès. Dans la vallée de l'Oued Ouawizert, à 3 kilomètres au-dessus du village, se trouvent beaucoup de cavernes de troglodytes, comme celle décrite plus haut. J'entends causer ici du voyage d'un chrétien. Habillé en musulman, il traversa il y a 3 ans et demi le Souss, le Tazroualt et Oued-Noun. Puis il se rendit à Tindouf, d'où il partit pour le Soudan. À Tétouan et à Fès, on m'avait parlé du docteur Lentz. Cela n'avait rien de surprenant. Mais comment s'attendre à ce qu'ici, en ce coin perdu de l'Atlas, si éloigné du théâtre de ses explorations, sa renommée fût parvenue? Deuxièmement, Ouawizert, Untifa. 20 septembre. Départ d'Ouawizert à 6 heures du matin. Je vais d'abord au Had des Aïd Bouzid, qui se tient aujourd'hui. J'y arrive à 7h15. Le chemin qui y mène longe la lisière nord de la plaine, au milieu de terrains tantôt rocheux et incultes, tantôt terreux et couverts de champs de blé. Le marché est très animé. Tant qu'il dure, il ne s'y trouve jamais moins de 600 personnes. Et c'est un va-et-vient continuel. Cependant, les objets qu'on y vend ne présentent pas grande variété. On y voit surtout des fruits et des légumes apportés par les Aïd Bouzid, achetés par les Aïd Atta, puis du bétail. Moutons, chèvres, vaches, du prix de 30 à 40 francs, des grains, des peaux, de la laine. Les Juifs d'Ouawizert étalent des blras, babouches, des bijoux, des poules, des cotonnades. Quelques marchands musulmans, coureurs de marché de profession, vendent du thé, du sucre, des allumettes. Mais ici, l'affaire importante n'est point le trafic, c'est le jeu des chevaux. Tout cavalier des Aïd Bouzid est tenu de venir chaque dimanche y prendre part. Une amende de 10 francs punit les manquants. Voici comment on procède à cet exercice. On se forme par pelotons de 10 à 20. Successivement, chacun de ces groupes prend le galop, charge, fait feu, s'arrête et démasque, laissant la place au suivant. Puis il recharge les armes pour recommencer quand son tour reviendra. À 4 heures, je quitte le marché sous l'escorte d'un stade des Aïd Bouzid sur le territoire desquels je suis à présent. Je continue à longer sur un sol semblable à celui de ce matin la lisière nord de la plaine. Les montagnes qui l'entourent paraissent fort habitées. On y entrevoit des cultures partout où les pentes ne sont pas trop raides. Un grand nombre de terrains se dressent sur leurs flancs. À 5 heures, j'atteins l'extrémité de la plaine et en même temps les bords de l'Oued Labid. Celui-ci est une belle rivière, au courant impétueux, aux nombreux rapides. Ses eaux vertes et claires occupent le tiers d'un lit de 60 mètres de large, sans berge, moitié vase, moitié gravier, semé de gros blocs de rochers. Il se remplit en entier durant l'hiver. 4 ou 5 fois plus forte qu'il n'est en ce moment, la rivière coule alors avec une violence extrême. En toute saison, on ne peut la passer qu'à des gués assez rares. À partir d'ici, j'en suis le cours, marchant tantôt le long de ses rives, tantôt à mi-côte de ses flancs, suivant les difficultés du terrain. Elles deviennent bientôt très grandes. L'Oued Labid, en sortant de la plaine, s'enfonce dans une gorge profonde. Le bas en ajuste la largeur de la rivière. Les côtés sont 2 murailles de grès, qui atteignent par endroits plus de 100 mètres de hauteur.
Au-dessus se dressent les massifs mitéreux mais rocheux de la chaîne au travers de laquelle l'Oued se ferait si violemment passage. Leurs pentes souvent escarpées s'enraident partout, parfois inclinées à 2/1, d'ordinaire à 1/1, presque jamais à 1/2. C'est avec la plus grande peine que l'on suit la vallée. Rarement on peut marcher au fond. Il est occupé par les eaux. Le chemin tantôt serpente dans la montagne, au-dessus des parois de la gorge, tantôt est taillé dans le roc, au flanc même de ces parois, et surplombe la rivière. Ce sont des passages extrêmement difficiles, les plus difficiles que je n'ai jamais trouvés. Ils se franchissent pourtant trop vite au gré du voyageur. L'œil ne se lasse pas de contempler ce large cours d'eau, roulant ses flots torrentueux entre d'immenses murailles de pierre, au pied de ces montagnes sombres, dans cette région sauvage où le seul vestige humain est quelques terrains suspendus à la cime d'un rocher. À l'entrée de ce long défilé est la maison de mon Ztat, Dar Brahim. Nous y faisons halte à 5h30 du soir. Peu de temps avant d'arriver, j'ai vu un affluent se jeter sur la rive gauche de l'Oued l'Abid. C'est l'Oued Aït Moussat, belle rivière aux eaux vertes, au courant impétueux de 12 à 15 mètres de large, venant du sud par une gorge profonde. Les Aït Bouzides chez lesquels je suis sont de race tamazirt, chleh et indépendants. Leur territoire, tout en montagne, occupe la portion du Moyen Atlas bornée au nord par le Tadla, au sud par l'Oued l'Abid, à l'est par les Aït al-Tadamalou, à l'ouest par les Aït Ateb et les Aït Ayyed. Ils peuvent armer environ 1000 fantassins et 300 cavaliers. Cette tribu est renommée pour sa richesse. En effet, tant que je serai sur ces terres, je ne cesserai d'admirer des preuves de l'intelligence et de l'activité des habitants. Nulle part au Maroc, les cultures ne m'ont paru mieux soignées, les chemins aussi bien aménagés, dans un pays plus difficile. Toutes les portions du sol dont on a pu tirer parti sont plantées. Ici sont des blés, là des légumes, ailleurs des oliviers. Ils s'étagent par gradins, une succession de murs en maçonnerie retenant les terres. Sur ces pentes raides, on ne peut labourer à la charrue. Tout se travaille à la pioche. Les chemins sont la plupart bordés de bourrelets de pierre. En certains points, ils sont taillés dans le roc. Des consoles les soutiennent. Des ponts sont jetés au-dessus des crevasses. Les maisons n'ont qu'un rez-de-chaussée, mais sont bien construites. Ils sont en pierre cimentée, mais non taillée. Les tremtes sont nombreuses et grandes. Quelques-unes, se dressant au sommet de rocs escarpés, semblent presque inaccessibles. Ces ouvrages témoignent d'une population active et industrieuse. Les Aït Bouzides ont un usage qui leur est spécial et que nous ne retrouverons ailleurs que loin, vers l'ouest, et dans une seule tribu, les Haha. C'est celui de se disséminer maison par maison, chacun au milieu de ses cultures, au lieu de se grouper par village. Sur leur territoire, on n'en rencontre pas. On ne voit que demeures isolées semées sans ordre au flanc de la montagne. Une légère modification se fait ici dans l'armement. Plus de baïonnettes. Tout le monde porte le sabre. De plus, le fusil change. La crosse de courte et large devient longue et étroite. Elle était simple et se couvre d'ornements, incrustations d'eau et de métal. Ces deux modèles sont les seuls qui existent au Maroc. Le premier est d'un usage universel au nord de l'Atlas. Dans cette chaîne et au Sahara, on le trouve quelquefois, mais rarement. C'est le second qui domine. Le tamazirt est l'idiome général des tribus que j'ai traversées depuis Meknès. Mais jusqu'à Rsbat Bni Mellal, tout le monde, dans les familles aisées, savait l'arabe. Depuis que je suis dans l'Atlas, il n'en est plus de même. Et si bon nombre d'hommes parlent encore cette langue, mais les femmes l'ignorent complètement. 1er octobre. Départ à 5h du matin. Telle était hier soir la vallée de l'Oued l'Abid, telle elle reste aujourd'hui. Les hautes montagnes qu'elle traverse sont, à l'exception des places cultivées, entièrement boisées. Oliviers sauvages, pins, mêlés parfois de lentisques et de caroubiers.
Par instant, le fond de la gorge se resserre au point de n'avoir que 30 mètres de large. Par moment, il s'étend un peu et a jusqu'à 100 mètres. En ces endroits d'autant plus fréquents qu'on avance davantage, les bords de l'oued se garnissent de lauriers roses. Les parois de la vallée s'abaissent et s'inclinent. Quelques arbres poussent aux fentes des rochers. La gorge, jusqu'au point où la rivière sort de l'Atlas, présente donc l'aspect suivant. Une série d'étranglements très étroits, unis par des défilés, lesquels, resserrés au début, s'élargissent peu à peu à mesure qu'on descend, en même temps que leurs flancs deviennent moins escarpés. Au bout d'une heure et demie, la muraille rocheuse s'est déjà beaucoup abaissée dans ces endroits. Un peu plus tard, elle fait par moments place à la terre et la forêt arrive jusqu'au bord des eaux. À dater de 8h30, la largeur habituelle est 100 mètres. Des trembles, des oliviers couvrent le fond. Les parois de roche sont très basses, remplacées par des talus de terre, à 1 sur 1. Quelques maisons entourées de vergers apparaissent sur les pentes. Des étranglements resserrent encore par moments la vallée, mais de chacun il sort plus large. À 9h30, elle a 150 mètres et se remplit de jardins. Les flancs sont à 1 sur 1 ou à 1 sur 2. Des habitations s'y élèvent de toutes parts. Elle reste ainsi jusqu'à Aït Ouakdir, où j'arrive à 10h30 du matin. En chemin, j'ai traversé l'Oued Labid plusieurs fois. La première vers 6h, 25 mètres de large, 70 cm de profondeur. La dernière vers 10h un quart, 40 mètres de large, 50 cm de profondeur. Partout, les eaux étaient les mêmes, limpides, vertes, impétueuses. Partout, elles coulaient en un lit de gros galets, sans berge. Les blocs de roche dont était semé le lit au commencement avaient disparu dans la dernière partie du trajet. Depuis 8h30, les rives étaient garnies d'un grand nombre d'appareils qui servent aux habitants à traverser en hiver. Lorsque, les eaux étant hautes, on ne peut plus franchir à gué. Ces machines se composent de 2 fortes piles de maçonnerie établies l'une de chaque côté de la rivière. En leur milieu sont fixés de gros troncs d'arbres auxquels s'amarrent les cordes servant au passage. Le sol du fond de la vallée est partout de terre. 2 et 3 octobre. Séjour à Aït Ouakdir. Les Aït Atab chez lesquels je suis sont une tribu tamazirt, Shelha, indépendante. Leur territoire est limité au nord par les Aït Ayyed et le Tedla, à l'est par les Aït Bouzid, au sud et à l'ouest par l'Oued Labid. Ils peuvent mettre en ligne environ 1200 fantassins et 300 chevaux. 2 marchés sur leur territoire, Had Aït Atab et l'Arba d'Ikadoussen. Ikadoussen est le nom d'une de leurs fractions qui habite vers le nord-ouest du point où je suis. Aït Ouakdir est un gros village situé sur les premières pentes du flanc droit de l'Oued Labid, à un coude que fait la rivière. Les environs de ce centre sont la portion la plus habitée du territoire des Aït Atab. Auprès de lui s'élèvent à peu de distance plusieurs autres groupes, parmi lesquels on distingue l'Had, où se tient le marché. En face, le flanc gauche est hérissé d'une foule de maisons, de terremt, s'étageant en amphithéâtre au milieu des oliviers. Ces constructions, ainsi que toutes celles de la tribu, sont en pisé. La population totale de ces diverses agglomérations peut être de 2000 âmes, dont 200 juifs répartis en 2 mlah. Chaque village est entouré d'arbres fruitiers. De grands jardins occupent le fond de la vallée, où l'on ne bâtit point, de peur des inondations. 4 octobre. Départ à 5h du matin. Un homme des Aït Atab me sert de strat. À quelques distances d'ici, l'Oued Labid s'enfonce de nouveau dans une gorge profonde. Il y reste enfermé jusqu'à Tabia, où il sort de l'Atlas et entre en plaine. Je prends un chemin qui passe à quelques distances de la rivière sur un petit plateau couvert de cultures et semé d'amandiers. Des terremps se dressent de toutes parts. De grands troupeaux paissent sur les côtes.
À 10 heures, je reviens sur les bords de l'Oued Labid, au lieu même où, débouchant de la montagne par une brèche sauvage, il s'élance dans la plaine. Je le traverse et je gagne le petit village de Tsabia, situé sur sa rive gauche. Me voici en Bled el-Marzen pour la première fois depuis Meknès. En passant la rivière, je suis entré sur le territoire d'Intifa, tribu soumise. Ici, plus de sotat, plus d'escorte. En voyage seul, en sûreté. Note de l'auteur. Et non l'est plus ainsi maintenant. Voici ce qu'on lit à leur sujet dans le Réveil du Maroc du 25 février 1885. À Intifa, le gouverneur s'est vu dans la nécessité de prendre la fuite à la suite de l'attaque dont il a été l'objet de la part de ses administrés qui ont détruit et pillé son château. Fin de note. Je repars donc aussitôt avec un simple guide pris à Tsabia. Laissant l'Oued Labid prendre sa course vers le nord-ouest, je me maintiens près de la montagne. C'est toujours le Moyen Atlas. J'en longe le pied par une succession de plateaux bas et de côtes douces. Les plateaux ont un sol sablonneux avec des pâturages et quelques cultures. Les coteaux rocheux, note de l'auteur. Dans ces rochers, on aperçoit de loin une plante curieuse que dans le cours de mon voyage, j'ai vue en 4 endroits. 5, en fait. Là, dans les escarpements qui dominent le village d'Aïd Saïd, d'Adla, sur les pentes septentrionales du Petit Atlas, dans les territoires des Ilalen et des Ch'touka, enfin dans les falaises des Haha au bord de l'océan Atlantique. Cette plante, la tassaut, paraît ne pousser que dans les lieux rocheux. Fin de note. Les coteaux rocheux et nus à la partie supérieure sont terreux et garnis de villages et de jardins à leurs pieds. Vers 3 heures, j'atteins une bourgade qui sera mon gîte. Jmat Ntifa. Assez nombreux voyageurs sur la route pendant cette journée. Point d'autre cours d'eau que l'Oued Labid. Au gué de Tsabia, où je l'ai traversé, il avait 40 mètres de large et 70 centimètres de profondeur. Toujours même lit de galets, même eau limpide et verte, même courant impétueux. Les roches au pied desquelles il coule, en sortant de l'Atlas, sont de grès, comme toutes celles de sa vallée depuis le point où j'y suis entré. Jmat Ntifa ne porte point ce nom à cause d'un marché. Il en possède un, mais qui se tient le lundi. Le village se compose de 3 groupes d'habitations distribués sur les 2 rives d'un ruisseau. Des jardins, vraies forêts d'oliviers, les unissent et les entourent. La population est d'environ 1500 habitants, dont 200 Israélites. Cette localité fait un commerce actif d'une part avec Bzou et Demnat, de l'autre avec les tribus du sud. Non loin de là est la demeure du Qaïd Ntifa. La juridiction de ce gouverneur est limitée au nord par les Srarna et l'Oued Labid, à l'est par l'Oued Labid et les Aït Messat, au sud par les Aït Bougmez et les Aït Bouelli, à l'ouest par la province de Demnat et les Srarna. Il comprend, outre les Ntifa, Bzou au nord, les Aït Abbas et les Aït Bouhrazn au sud-est. Lu pour vous par Mohamed El Kachtoul. Dans le prochain épisode, nous continuons avec l'auteur notre chemin vers Tekkirt, que nous atteignons après avoir visité Demnat et Zaouiet Sidi Rahal. En cours de route, le jeune explorateur nous donne une description à la fois topographique et ethnographique, sans oublier des anecdotes historiques comme celle relatant le sort tragique d'un riche personnage de Demnat. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.